Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver. Voici les titres du 22h. Ce soir, Paris reçoit le soutien de la Commission européenne dans le différend qui l'oppose à Rome au sujet des migrants tunisiens. En suspendant la circulation des trains depuis Vintimille, la France était dans son droit, estime Bruxelles. Et de manière plus générale, l'Europe donne un coup de barre à droite et à l'extrême droite en Finlande avec la percée du parti des vrais Finlandais. Alors pourquoi cette montée des populismes en Europe ? Débat à suivre ce soir. À chaque jour, sa rectification. La prime salariée de 1 000 € annoncée la semaine dernière par François Baroin est revue et corrigée notamment par la ministre de l'économie Christine Lagarde. Pas de montant obligatoire. Le patronat se dit rassuré aujourd'hui. Analyse à suivre de Jean-Louis Gombault. Et puis la réaction du tout nouveau secrétaire général de l'UNSA, c'est Luc Berry. C'est un record historique pour le prix de l'essence en France. 1,53 € le litre de super sans plomb. Le Parti socialiste demande au gouvernement de bloquer ce prix par décret. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. C'est un spectacle de désolation à Misrata en Libye. Des chars carbonisés, des immeubles éventrés, des routes pilonnées. Le centre de la ville est un champ de bataille. Mais c'est toute la ville qui est une ligne de front. La situation est tout aussi catastrophique ce soir dans la région d'Al Jabal el-Garbi où l'armée libyenne aurait fait plus de 100 morts aujourd'hui. Aurélien Romano. À Misrata, la situation humanitaire est catastrophique. Les dernières images de combat sont des vidéos amateurs de ce week-end. La Grande-Bretagne a annoncé qu'elle va évacuer 5000 personnes par bateau. Des travailleurs étrangers bloqués dans la ville assiégée. 1000 personnes seraient mortes depuis le début du conflit. Les blessés se comptent par centaines, certains touchés par des bombes à sous-munitions utilisées par les forces loyalistes. C'est ce qu'affirme cet homme, l'administrateur de l'hôpital de Misrata. Les bombes à sous-munitions produisent ce genre de choses. Ils sont ramassés par les enfants et explosent une nouvelle fois. Alors les enfants arrivent ici avec des amputations. Les enfants sont nombreux dans les salles de l'hôpital. Les Nations Unies n'ont aucun accès à cette ville. Il y a des gens qui ont besoin d'une assistance médicale, d'un accès à la nourriture, qui doivent avoir besoin d'eau potable. C'est un vrai problème ici. Nous avons besoin de savoir ce qui se passe pour aider les gens qui sont dans l'urgence et qui ont besoin de notre assistance. Sur le front de l'Ouest, les rebelles tiennent leur position devant Ajdabiya. Ce sourire peine à cacher une déroute récente. Les forces loyalistes ont encore gagné du terrain sur les rebelles. Un mois après le début des frappes, la communauté internationale peine à trouver une issue au conflit. Selon le New York Times, les États-Unis chercheraient un pays d'accueil pour un éventuel exil de Kadhafi. Le guide libyen multiplie les opérations de communication montrant le soutien de son peuple. Et à noter ce soir la réaction du président UMP de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Axel Poniatowski, qui estime que la situation en Libye, je cite, présente toutes les caractéristiques d'un enlisement. Il plaide pour l'envoi de forces spéciales au sol. Paris reçoit un soutien de taille dans le différend qui l'oppose à Rome au sujet des migrants tunisiens. La Commission européenne estime que la France était dans son bon droit en décidant de suspendre la circulation des trains depuis Vintimille. Les détails avec Bérengère Dinglas. Une fois n'est pas coutume, Bruxelles donne raison à Paris. Si les migrants avaient bien des permis de séjour temporaires les autorisant à venir en France, ce sont les militants accompagnant les Tunisiens qui risquaient de provoquer un trouble à l'ordre public selon le ministère. Était-ce un motif suffisant et légal pour interrompre le trafic pendant quelques heures? Oui, a confirmé la commissaire à l'immigration. Cécilia Malmström rappelle également que les permis de séjour temporaires délivrés par les autorités italiennes ne sont en aucun cas une autorisation de voyager dans les autres pays de l'Union européenne. Un quitus donné à Paris dans son combat diplomatique avec l'Italie. Nous nous en tenons à une application de l'esprit et de la lettre des accords qui nous unissent dans la Convention de Schengen et dans ces textes d'application. Une mise au point de Bruxelles alors même que Rome a décidé d'octroyer des permis de séjour de 6 mois aux plus de 20 000 Tunisiens arrivés sur ses côtes depuis janvier. Une décision qui s'explique essentiellement par la présence au gouvernement de la Ligue du Nord, parti qui a fait de la lutte contre l'immigration clandestine son fonds de commerce électoral. Une guerre diplomatique que critiquent les associations.
Claude Guéant a inventé une nouvelle ligne Maginot en empêchant ces personnes de rejoindre la France et leur famille. Après la Belgique, c'est à présent l'Allemagne et l'Autriche qui envisagent de renforcer les contrôles douaniers dans leurs aéroports. Et à noter qu'aujourd'hui, des migrants tunisiens permis italiens en poche ont pu monter finalement à bord de trains régionaux et rejoindre donc la France. Ce devait être un dispositif simple, d'une prime exceptionnelle d'au moins 1 000 € pour les entreprises versant des dividendes. Au final, c'est la confusion autour de cette mesure annoncée la semaine dernière par le ministre du Budget, François Baroin, et dont les contours évoluent de jour en jour. Flora Sauvage. Obligatoire ou pas, les ministres du gouvernement ne sont pas d'accord. L'idée de verser une prime aux salariés dans les entreprises qui reversent une partie de leurs dividendes à leurs actionnaires divise au sein du gouvernement. Ce matin, Christine Lagarde a pris ses distances avec la proposition de François Baroin qui avait évoqué un montant d'au moins 1 000 € pour cette prime. Une prime qui pourrait être obligatoire selon Xavier Bertrand. C'est très important de mon point de vue que les montants, les modalités, la façon dont tout ça s'organise soient négociés entre d'une part les patrons et d'autre part les représentants des salariés. Donc je ne pense pas qu'on puisse lui donner un caractère obligatoire dans son montant. Malgré l'hostilité des syndicats et du patronat, le gouvernement semble décidé à l'appliquer rapidement. Dans l'opposition, on dénonce une mesure confuse. Probablement dans de nombreux foyers, l'annonce de la prime de 1 000 € a suscité un formidable espoir. Tout ça, comme à chaque fois, par petit calcul électoraliste. Quelle misère cette façon de gouverner. Quoi qu'il en soit, cette mesure devrait concerner moins d'un quart des salariés en France. Car pour pouvoir en bénéficier, il faudra travailler dans une entreprise qui a des dividendes qui augmentent. Et tandis qu'une prime est donc évoquée, vous venez de le voir, pour les salariés du privé, la politique de rigueur budgétaire devrait peser une nouvelle fois sur les fonctionnaires. En 2012, leur salaire pourrait être gelé pour la 2e année consécutive. L'information n'est pas encore confirmée par le gouvernement, mais elle devrait faire l'objet d'une annonce demain. Les syndicats rencontrent en effet les ministres du budget et de la fonction publique. On va parler de tout cela avec Jean-Louis Gombault. Bonsoir. Jean-Louis, je vais présenter également notre invité. C'est le tout nouveau secrétaire général de l'Union des syndicats autonomes, Luc Berry. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous pour la première fois dans ce 22h. Alors Jean-Louis, on va commencer par parler de ce gel des salaires des fonctionnaires. Est-ce que ça va provoquer d'abord une baisse de leur pouvoir d'achat ? Tout dépend comment on mesure, quel est l'instrument de mesure. Le gouvernement nous dit non, pas du tout, puisque ce que je compte, moi, évidemment, il compte la dépense, la masse salariale qu'il débloque chaque année par le jeu de l'ancienneté, par le jeu des promotions automatiques, par le jeu de la hausse des qualifications des salariés de l'État. Il y a à chaque fois automatiquement une hausse des salaires. Les syndicats ne raisonnent pas du tout de cette façon-là. Ils raisonnent point d'indice de la fonction publique, c'est-à-dire la base même de la rémunération des fonctionnaires, celle qui va débloquer la hausse de l'ensemble des rémunérations des agents de la fonction publique. Et ça, effectivement, il sera gelé sans doute pour 2012. Il y a actuellement une réunion interministérielle qui se tient à Bercy. Il y a peu de chances qu'il y ait un changement d'attitude sur ce point. Le problème, il est le suivant, tout simplement, c'est que le gouvernement français s'est fixé avec la Commission européenne un planning de baisse du déficit public d'ici à 2013. On doit passer à 4,6% de déficit en 2012. Pour réaliser cet objectif, eh bien, il a prévu, entre autres, un gel des crédits des ministères. L'argent que ça concerne, c'est à peu près 125 milliards d'euros. Dans ces 125 milliards d'euros, il y a 83 milliards d'euros de rémunération. Comment voulez-vous geler 125 milliards d'euros si vous ne gelez pas les 3/4 de la somme que vous voulez geler? Donc automatiquement, les fonctionnaires pâtissent évidemment de cet objectif de réduction de déficit public. Alors, gel en 2011, gel en 2012 et au-delà? Au-delà, c'est-à-dire en 2013, bien sûr, il n'y a rien d'officiel là-dedans. On n'a même pas l'assurance totale 100% pour 2012, mais ça sera reproduit automatiquement. N'inquiétez pas, M. Berry, là, il attend de vous une information. Je veux dire, c'est mathématique, c'est arithmétique, parce que le programme de réduction du déficit budgétaire continue encore en 2013, puisque là, on doit arriver à 3%. Alors, ici, il se pose deux problèmes. Le premier, un problème économique et un problème politique. Le problème économique est le suivant, c'est quel critère et sur quoi le gouvernement peut-il s'appuyer pour être sûr d'arriver à 3% de déficit en 2013? La croissance, non.
Il ne maîtrise pas du tout la croissance. L'évolution des taux d'intérêt qui refinance sa dette, non, il ne maîtrise pas. La seule chose qu'il peut à peu près maîtriser, c'est de dire je m'assois sur le point d'indice et je ne bouge pas. Là, c'est à peu près la chose. Et puis alors, il y a un problème politique qui se pose. On va arriver à la rentrée 2011 et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a, je pense, un sentiment par rapport au nombre de fonctionnaires qui se développe dans la population. Et c'est assez nouveau. On supprime, d'après le gouvernement, 1500 classes pour la rentrée 2011. D'après les syndicats, ça sera 3000. En tout cas, il y a un mouvement. Et peut-être que le gouvernement, devant ce mouvement, alors que les élections présidentielles se profilent, va être amené sans doute à revoir sa politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. Et s'il est amené à revoir cette stratégie-là, il aura encore plus besoin du gel des salaires de la fonction publique, en tout cas du point d'indice, pour tenir ses dépenses budgétaires. Merci beaucoup Jean-Louis pour cette analyse. Alors, Luc Berry, je vous présente tout à l'heure tout nouveau, donc secrétaire général de l'Union des syndicats autonomes. Jean-Louis a dit que c'était mathématique. Est-ce que demain, lors de cette rencontre avec les ministres du budget et de la fonction publique, ça sera mathématique? Vous vous attendez à ce gel des salaires des fonctionnaires pour 2012? Écoutez, on s'attend à une très mauvaise annonce de la part du gouvernement, précisément parce que c'est mathématique. Et nous, ce que nous souhaiterions, c'est que ce soit politique. C'est-à-dire que les objectifs d'une politique salariale, ça ne peut pas être simplement d'être mathématique. Il y a d'autres éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'état réel du pays, il y a le développement de l'inflation qui est considérable et surtout qui porte sur ce qui constitue le cœur des dépenses des ménages, ce qu'on appelle les dépenses contraintes. La hausse record. Alors, effectivement, aujourd'hui, nous battons la hausse du record du prix du litre d'essence. Ça affecte considérablement les salariés, pas simplement les fonctionnaires. Et je trouve qu'à force de tourner autour du pot et de ne pas appeler une augmentation salariale, on en arrive à des errements qui sont difficilement compréhensibles. C'est l'exemple de la prime de 1500 € où visiblement le gouvernement ne sait pas par quel bout prendre les choses. Je crois qu'il faudrait dire, alors 1000 € pour une fraction simplement des salariés. Et on voit ça vous choque, j'allais dire, que les salariés du privé puissent bénéficier de cette prime alors que les fonctionnaires, on va leur d'abord, il ne faut pas comprendre que ce sont les salariés du privé qui vont bénéficier de cette prime. Ce seraient certains salariés du privé, ceux qui travaillent dans des entreprises qui ont de l'actionnariat, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises, et là où des augmentations des dividendes seraient versées. Alors, si ça fait beaucoup de conditionnels. Si toutes ces conditions sont réunies, est-ce que vous trouvez qu'il y a deux poids deux mesures entre les fonctionnaires et puis non, je crois que c'est la même question. Il y a un problème général de niveau des salaires en France et en Europe, d'ailleurs pas simplement en France. Il y a un problème de croissance économique aussi, il y a un problème de souffrance sociale. Vous savez, nous sommes dans un pays où il y a plus de 4 millions de chômeurs, il y a 6 millions de salariés qui sont des salariés pauvres. Ce sont ces éléments-là aussi qu'il faut prendre en ligne de compte. Mais le dialogue reste ouvert, Luc Berry, parce que le gouvernement serait prêt, dit-il, à un geste futur. Si la croissance bondit, peut-être aussi à l'approche des élections, est-ce que vous restez vous-même ouvert au dialogue? Écoutez, à l'UNSA, nous sommes toujours ouverts au dialogue. Il nous semble qu'il faut pouvoir discuter, il faut pouvoir entendre nos arguments. Mais ce qui contraint le dialogue, c'est quand même l'existence d'un certain nombre de dogmes. On a connu le dogme du bouclier fiscal, il y a le dogme du blocage des salaires. Peut-être que ces dogmes vont enfin finir par s'effacer devant des réalités. Il ne s'agit pas de dépenser à tort et à travers. Il y a des problèmes de dette, il y a des problèmes d'endettement massif des États. Ce ne sont pas des petites questions, mais il s'agit de comprendre qu'une politique doit aussi prendre en compte des réalités sociales. Alors, on va finir avec la question de Jean-Louis. Il y a un autre dogme, c'est la réduction du déficit budgétaire. Dans la somme dépensée par l'État, il y a 2/3 à peu près de salaire. Comment peut-on réduire le déficit budgétaire, sauf à si on met entre parenthèses, sans toucher au salaire? Alors, je pense que sur cette question du déficit budgétaire, d'abord, ce n'est pas une question qui est proprement française. D'ailleurs, elle fait partie du pacte pour l'euro qui a été adopté sur proposition franco-allemande. Et puisque l'UNSA fait partie de la Confédération européenne des syndicats, il se trouve que nous avons la même analyse, en particulier d'ailleurs avec nos camarades du DGB allemand, des syndicats allemands. C'est-à-dire qu'on pense qu'à un moment donné, on ne peut pas considérer que c'est une question mineure, que la réduction de la dette, mais les choix qui ont été faits, qui sont des choix d'accélération très brutale de la réduction de la dette, des rythmes de réduction de la dette, peuvent avoir des effets contre-productifs, y compris au niveau du développement de l'économie. Pour une pause. Nous sommes pour une pause et nous sommes aussi pour une politique d'investissement au plan européen, c'est-à-dire qu'on tienne les deux bouts, à la fois la maîtrise budgétaire, mais de façon plus étalée qu'aujourd'hui, et en même temps qu'on stimule la reprise économique. Dernière question, Luc Berry. Vous êtes ancien professeur des écoles, vous êtes petit-fils et arrière-petit-fils d'instituteurs. 1500 places, Jean-Louis en a parlé, de primaires devraient disparaître, et pas 3000 comme avancé par les syndicats.
Moi, je dis toujours 3000. Et notre comptabilité est assez simple. Il suffit de voir ce qu'on appelle les éléments de carte scolaire. Qu'est-ce qu'il lui prend le ministre? Vous savez, il sait pas compter. ce ne serait pas la première fois que des politiciens arrangent les chiffres à leur sauce. Il y a un chiffre qui est beaucoup plus fiable en tout cas, c'est qu'il y a 16 000 suppressions d'emplois dans la fonction publique à la rentrée prochaine, qui ont été votées au dernier budget. Et aujourd'hui, ça porte atteinte concrètement à l'efficacité du service public, ce qui émeut nombre de citoyens qui considèrent qu'il faut faire des économies sur le budget de l'État, mais qu'à un moment donné, le service rendu compte. Merci beaucoup Luc Berry, tout nouveau secrétaire général de l'UNSA. Et merci à vous Jean-Louis pour cette analyse ce soir. La suite du 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé ce soir par Sandra Cerquera. Les centrales nucléaires françaises sont en excellent état, c'est ce qu'affirme le patron d'EDF. Dans un entretien accordé au Figaro, Henri Proglio se veut rassurant, alors qu'à Fessenheim, l'inquiétude grandit et la pression monte. Des militants écologistes ont entamé aujourd'hui une grève de la faim pour obtenir la fermeture de la centrale, la plus ancienne du parc nucléaire français encore en activité. C'est dans ce bâtiment qu'un homme en uniforme militaire afghan ouvre le feu ce matin, tuant 2 soldats. J'étais en train de livrer les journaux et les magazines quand j'ai vu les kamikazes et d'un seul coup, la fusillade a commencé. Les talibans revendiquent aussitôt cette attaque. Ils assurent que le ministre de la Défense français est visé. Seulement au même moment, Gérard Longuet se trouve à 1 heure d'ici, en hélicoptère sur la base de Bagram. S'agit-il donc d'un plan de communication des talibans visant à déstabiliser la France? Au ministère de la Défense, on dément. Gérard Longuet affirme même qu'il n'avait pas l'intention de se rendre dans ce ministère. Elle continue de faire des vagues, la liste UMP à Paris, celle que dirigera Chantal Jouanneau lors des sénatoriales de septembre. Écarté de cette liste, l'ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, Pierre Charon, et certains élus de la capitale réclament la nomination d'un médiateur. Depuis l'arbitrage rendu à l'Élysée la semaine dernière, ils dénoncent un manque de concertation. C'est un sévère avertissement que les États-Unis ont reçu aujourd'hui. L'agence de notation Standard & Poor's envisage de dégrader la note du pays d'ici à 2 ans, s'il ne met pas en place un plan d'austérité avant 2013. Ni le récent bras de fer des parlementaires sur les réductions budgétaires, ni le plan présenté par Barack Obama la semaine dernière pour réduire le déficit semblent donc vraiment convaincre. Conséquence, les marchés boursiers plongent. En milieu d'après-midi, le CAC 40 dévissait de 2,45% à 3877 points, son plus bas niveau depuis près d'1 mois. La poussée nationaliste se confirme en Europe, c'est un succès historique. Le parti anti-européen et anti-immigré des vrais Finlandais, c'est son vrai nom, s'est largement imposé hier en remportant 39 des 200 sièges du Parlement finlandais. Et cette percée s'inscrit dans un mouvement de repli national perceptible partout en Europe. Alors pourquoi ces partis ont le vent en poupe? On va en parler dans un instant lors de notre débat. Mais d'abord, retour sur cette élection finlandaise avec Sandra Cerquera. Les conservateurs remportent les législatives, mais c'est l'extrême droite qui crie victoire. C'est génial, on a écrit l'histoire, c'est un jour incroyable. En fait, le parti des vrais Finlandais n'arrive que 3e, mais fait une percée spectaculaire avec 39 sièges au Parlement, ce qui lui ouvre de nombreuses perspectives. Nous allons maintenant essayer d'entrer au gouvernement et de former un gouvernement de majorité. Avec leur slogan « Les Finlandais d'abord », ils ont notamment tiré profit du débat sur l'immigration qui affecte l'Europe. Le pays ne compte pourtant que 3% de population étrangère. La crise économique, le parti d'extrême droite en a aussi profité. Un de ses thèmes de campagne a été le rejet de l'UE et du plan d'aide au Portugal. Le vote a fait chuter la monnaie européenne. Certains craignent déjà que la Finlande menace le sauvetage de la zone euro. Un repli sur soi qui illustre une tendance actuelle en Europe, avec la montée électorale des partis nationalistes et eurosceptiques. La Suède a connu il y a quelques mois la même percée historique. En France, avec le Front National, on trouve la même rhétorique identitaire et le même rejet de l'UE. En Autriche, l'extrême droite atteint 18% des voix. Progression également en Hongrie, en Grande-Bretagne, en Bulgarie ou aux Pays-Bas. Mais il serait faux de penser que l'extrême droite en Europe forme une seule et même famille. D'un pays à l'autre, les idéologies diffèrent.
Nos invités ce soir, Dominique Régnier, bonsoir. Bienvenue à vous, politologue et auteur de ce livre Populisme, la pente fatale. C'est aux éditions Plomb. Avec nous également Sylvain Crépon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes sociologue, spécialiste du Front National. Vous avez publié La Nouvelle Extrême Droite. Alors Dominique Régnier, d'abord, est-ce que ce qui s'est passé en Finlande, ce qu'on vient de voir, est-ce que ça résume ce que l'on peut observer et ce que l'on va observer en Europe, selon vous? Ça résume parfaitement. C'est un pays riche, qui a des difficultés, mais enfin qui est un pays riche, qui choisit presque à part égale 20, 19,5, 19,1 de voter pour un parti populiste et xénophobe, anti-européen, qui demande que les dépenses sociales soient réservées aux Finlandais, qui demande que l'on n'aide pas les Grecs, les Portugais à affronter la crise de l'euro, qui souhaite d'ailleurs sortir de l'euro et même de l'Union, et qui défend à la fois un patrimoine matériel, les intérêts économiques des Finlandais, et un patrimoine immatériel, l'identité, la finlandinité, l'identité finlandaise, l'homogénéité culturelle menacée par l'immigration. Menacée vraiment en Finlande? Il y a une vague d'immigration? Alors c'est vrai qu'en Finlande il y a très peu, mais c'est le début d'un processus qui va s'amplifier, puisque pour des raisons démographiques, les Européens qui ne font pas suffisamment d'enfants doivent accepter l'immigration qu'ils vivent si mal pour arriver à maintenir le niveau des prestations sociales, comme l'âge de départ à la retraite. Il va falloir que nous choisissions entre les droits sociaux et l'identité nationale. Alors Sylvain Crépon, quel point commun vous voyez entre les vrais Finlandais, c'est le nom de ce parti, le Front National en France, ou encore le FPÖ en Autriche? Moi, je vois deux points communs essentiels. Tout d'abord, Dominique Régnier l'a dit tout à l'heure, c'est la thématique de l'identité nationale qui est vraiment mise en avant avec la préférence nationale, prestations sociales uniquement réservées aux Français. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a véritablement une dimension populiste au sens strict du terme, c'est-à-dire véritablement une confusion, enfin un sentiment de confusion au niveau des élites. C'est-à-dire on a l'impression que les élites sont détachées du peuple, du véritable peuple, et d'autre part que les élites, quelle que soit leur appartenance idéologique ou politique, sont en quelque sorte de mèche. Donc finalement, pour résumer, il n'y a pas de différence entre droite et gauche, et il faut s'en remettre au peuple, à un véritable peuple, pour mener les affaires. Donc ça, ce seraient les deux points. Et est-ce que selon vous, Dominique Régnier, est-ce que ces votes que l'on voit, est-ce que c'est avant tout, est-ce que ce sont des gens qui rejettent l'autre, ou est-ce que ce sont des gens angoissés, ulcérés par la crise, par la mondialisation, par ses conséquences, est-ce qu'ils supportent? Alors ça, c'est le secret du succès de ce nouveau populisme que moi j'appelle patrimonial, c'est précisément que ça combine ces différentes raisons. Il y a des classes populaires qui sont angoissées par le pouvoir d'achat, la perte de l'emploi. Il y a des classes moyennes qui sont exaspérées par le niveau des prélèvements et les impôts, donc il y a de l'antifiscalisme. Et puis vous avez des classes supérieures encore, et même des intellectuels ou des élites intellectuelles qui craignent que l'immigration, et là encore on retrouve l'islam, menace le pilier libéral de l'Europe, la liberté d'opinion par exemple, parce qu'on ne peut pas caricaturer le prophète, l'égalité homme-femme, tous ces éléments qui sont absolument déterminants d'une culture libérale, alors finlandaise, hollandaise, suisse d'ailleurs, qui n'est pas dans l'Union européenne ou européenne en général. C'est un vrai sujet, mais ça fait au total que vous avez des classes populaires, les classes moyennes et des classes intellectuelles qui sont capables de se retrouver dans ce même parti politique en Finlande, les vrais Finlandais. C'est le cas en France ? C'est la même lecture que vous faites? C'est exactement la même lecture, mais ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen s'est beaucoup inspirée de certains partis politiques européens. Je pense notamment au PVV de Geert Wilders aux Pays-Bas, où elle a véritablement repris cette thématique anti-islam. Et selon elle, selon cette conception, l'islam serait le principal danger par rapport aux valeurs libérales, notamment la défense des valeurs libérales. Et ça, c'est quelque chose de nouveau au sein du Front National, c'est-à-dire la prétention à défendre le droit des femmes, la prétention à défendre même, il faut relativiser, mais défendre le droit des homosexuels, voire de certaines minorités comme les juifs. Et ça, c'est un tournant nouveau au sein du Front National. D'ailleurs, je pense que Marine Le Pen va avoir du mal à le négocier, ce tournant, au sein même de son propre parti. Ça va avoir du mal à passer. Je pense qu'il y a une lutte interne qui est en train de se mettre en place autour de ces questions. Je pense qu'elle va la remporter de toute façon. Mais cette thématique des valeurs libérales, à mon avis, c'est quelque chose de nouveau et ça constitue un des principaux défis pour les démocraties européennes, c'est-à-dire être en mesure d'apporter une réponse à ce type de discours. Juste, vous vous rendez compte quand même que les démocrates en Europe se sont fait piquer la défense de la liberté individuelle, de la liberté d'opinion, de la laïcité,
ce sont des partis populistes, de droite principalement, qui aujourd'hui défendent tout cela. Justement, puisque vous parlez des thèmes que ces partis-là défendent, ces vrais Finlandais, ils vont avoir des alliances, ils sont vrais mais ils ne sont pas solitaires apparemment, ils vont créer une alliance avec un autre parti, vous me le disiez tout à l'heure. Alors ils sont en négociation aujourd'hui et comme ils font 20-20-20, il y a 3 partis qui font 20 pour ne pas faire dans le détail qui serait inutile, ils peuvent s'allier avec les conservateurs ou bien avec les socialistes. Et les socialistes ont dit ce soir... C'est pas le grand écart ça C'est une négociation. Et les socialistes finlandais ont dit ce soir, nous sommes d'accord pour une alliance. Ça veut pas dire qu'il y aura alliance. Ce que craignent les vrais Finlandais, je crois, c'est d'accéder au pouvoir et d'en payer le prix. La déception, l'usure, oui. Etc. Ils adorent, comme tous les partis populistes, rien tant que de protester à la marge du système, sans oublier d'investir, si possible, les mandats locaux qui leur apportent de l'argent, des clientèles, des réseaux, du pouvoir, sans le risque de l'impopularité. Donc ces partis ne craignent pas des alliances, en tous les cas par rapport à leur opinion, on ne voudrait pas, ce serait le cas en France aussi pour le Front National Ça a été le cas pendant très longtemps. Ça va l'être alors, moi, je ne fais que des hypothèses à ce stade. Moi, je pense, pour en avoir discuté avec un peu des gens au sein du Front National, que Marine Le Pen est dans une stratégie à moyen et long terme. C'est-à-dire que sur le court terme, elle joue contre l'UMP, elle joue contre Nicolas Sarkozy. Sur le long terme, à mon avis, je ne serais pas étonné qu'elle vise des alliances, notamment avec la droite classique. Je pense que ce sont des gens, ça fait des années qu'ils sont dans l'opposition, ça fait des années qu'ils rêvent d'accéder au pouvoir. Je pense que certains d'entre eux étaient persuadés que Jean-Marie Le Pen allait devenir président de la République. En 2002, ils ont déchanté, ils ont se rendu compte que jamais le Front National n'arriverait au pouvoir, n'exercerait le pouvoir. Je pense qu'ils sont suffisamment lucides pour savoir que Marine Le Pen ne deviendra jamais présidente de la République, mais si elle peut accéder au pouvoir, c'est en tout cas en ayant certaines responsabilités, certains postes, ça passe par des alliances. Alors Dominique Régnier, je rappelle le titre de votre livre, Populisme, la pente fatale. Fatale, mais qu'est-ce qui peut freiner cette descente ou alors finalement il n'y a plus rien à faire? Que doivent faire les gouvernants aujourd'hui? Écoutez, d'abord, moi je crois qu'il y a une espèce de devoir de vérité dans l'ensemble de l'Europe. Il ne faut pas cacher les problèmes qui existent et qui préoccupent nos compatriotes, qui jusque-là ont parfois été maltraités. Et je crois qu'il faut aussi mettre l'accent sur la dimension européenne. Or, le problème, c'est pour ça que je parle de pente fatale. C'est l'Europe qui est selon responsable de tous les maux. Le problème, c'est que ces partis populistes sont tous anti-européens et exercent sur les partis de gouvernement, nos partis qui gouvernent, droite ou gauche, une pression qui peut amener les partis de droite ou de gauche au pouvoir à démonter l'Europe. Et il me semble que démonter l'Europe, c'est se priver de la dernière possibilité de régler les problèmes qui, si nous ne les réglons pas, donneront à ces partis plus que le pouvoir d'aujourd'hui. D'accord, pas d'accord, Sylvain Crépon, plus d'Europe pour finalement faire accepter l'Europe? Écoutez, moi je ne suis pas un politique, je serais bien incapable d'évaluer s'il faut plus ou moins d'Europe de ce point de vue-là, mais ce que je peux dire, c'est que ces partis-là jouent effectivement contre l'Europe, et je pense que ça va de pair également avec le discours anti-mondialisation, avec le discours anti-immigration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est face à un réflexe de frilosité, de repli sur soi, de vouloir de sortir de toute alliance. On a l'impression que Schengen, c'est la porte ouverte à l'immigration. Je pense que c'est ce qui fait peur aussi aux Finlandais à ce niveau-là. Ça suscite énormément de fantasmes. C'est quand même incroyable que ça fasse peur aux Finlandais. On rappelle que l'immigration est vraiment très limitée dans ce pays. Il faut le dire. Elle est absolument extrêmement limitée. Mais je pense que malgré tout, la peur est là. La peur de la mondialisation, encore une fois. Et c'est un réflexe de repli auquel, à mon avis, il va falloir faire face dans les prochaines années. Conclusion. Une petite différence avec le Front National. Tous les partis populistes d'Europe du Nord, y compris les Finlandais, sont très à l'aise avec la globalisation économique. Ils ont envie de réussir. C'est Nokia, si vous voulez. Ils veulent réussir sur le marché de la globalisation. Ils veulent le faire comme Finlandais, entre eux, en dehors de l'Europe, et sans partager avec ni les pays en difficulté, ni les immigrants qui demanderaient une aide sociale. Merci beaucoup Dominique Régnier, Sylvain Crépon pour avoir été les invités du 22h. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'un des principaux titres. C'est Paris qui reçoit aujourd'hui le soutien de la Commission européenne dans le différend qui l'oppose à Rome au sujet des migrants tunisiens en suspendant la circulation des trains depuis Vintimille. La France était dans son bon droit, estime ce soir Bruxelles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous sur Public Sénat tout de suite. Un documentaire intitulé Mitterrand, du verbe à l'image. Belle soirée à vous.
Les mariages princiers de Kate et de William en Angleterre et d'Albert et de Charlène à Monaco remettent les royautés au goût du jour. Mais à quoi sert un roi au XXIe siècle? Quels sont les souverains qui gouvernent et ceux qui se cantonnent à faire de leur fonction un symbole? Les monarchies ont-elles encore de beaux jours devant elles? Émission spéciale dans Parole du Monde. Parole du Monde, c'est un tour d'horizon de l'actualité internationale. Jeudi à 22h30 sur Public Sénat. Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Un jour, je suis rentrée, il était assis, j'étais petite, hein, j'avais 8-9 ans. Et je lui ai dit, tu es triste? Et il m'a regardé, il m'a dit, je suis seule. Ah oui, ça c'était terrible. 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 De voir c'était des innocents. Jean-Pierre Elkabbach ouvre le débat à travers les livres dans Bibliothèque Médicis. Mardi à 14h sur Public Sénat. Il n'est personne au monde, aucune force, aucune puissance qui pèse sur ma décision. Ni à l'Est, ni à l'Ouest, ni Moscou, ni Washington, ni Bonn, ni personne, aucune force à l'intérieur. Ni les forces de l'argent dont je me moque, ni le grand capital, ni les multinationales, ni les lobbies, ni les coalitions, aucune puissance au monde ne me fera jamais vous dire autre chose que ce que je pense. Comment être à la fois un tribun et un homme de télévision? Comment manier le verbe et maîtriser l'image en même temps? Comment lever les foules et séduire aussi les caméras? François Mitterrand a été l'un des premiers à devoir inventer cette alchimie complexe qu'est la communication politique. Ce sera pour lui le fruit d'une véritable métamorphose cathodique. Le premier grand rendez-vous télévisuel de Mitterrand se situe en 1965, quand il décide de se présenter aux élections présidentielles face à De Gaulle. La légitimité de François Mitterrand en tant qu'opposant au général s'impose, mais il traîne aussi une image plus encombrante. Le Rastignac manipulateur de l'attentat de l'Observatoire, dont on ne saura pas s'il a été la victime ou l'organisateur. C'est donc un Mitterrand à l'image ambiguë qui va découvrir les studios de télévision à l'occasion de la première campagne officielle pour des élections présidentielles. En 1965, De Gaulle considère que la télévision, c'est son